Bonjour à tous, je suis Émilie, la cofondatrice de Mage Blesses et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau webinaire qu'on lance. C'est le premier épisode, ça s'appelle À la découverte du service d'infrastructure de la défense et vous allez voir qu'on a un invité exceptionnel pour ce premier épisode. Mais dans un premier temps, pour m'assurer que ça fonctionne, je vais vous inviter à utiliser le chat qui est en bas à droite et de m'envoyer un petit bonjour et de me confirmer que vous m'entendez bien. Hello Juliette. Hello Sylvain, hello Léa, Jonathan, Manon, Jean-Baptiste, Morgane, Ron Connet, Olivier, Rémi, Margot, Thomas, Pierre, Jean-Louis, Philippe, Romain, Hotman, Zélia. Waouh, vous êtes trop nombreux, j'arrive pas à tous vous suivre. Bonjour à tous, ravi de vous avoir avec nous et de vous faire découvrir, de vous faire rentrer dans les coulisses du service d'infrastructure de la défense. Alors, je vais vous expliquer comment va se passer ce webinaire. Pendant la première demi-heure, je vais avoir la chance de pouvoir poser des questions à notre invité. Et pendant la deuxième partie, donc aux alentours de 18h30, 18h35, c'est vous qui allez pouvoir passer à l'action. Donc, vous pourrez poser des questions à notre invité. Pour ça, je vais vous demander d'utiliser l'onglet questions qui est juste à côté de l'onglet chat et de préciser votre prénom, votre âge, dans quel établissement vous êtes, est-ce que vous étudiez, pour donner un peu de contexte à notre invité qui pourra ainsi mieux répondre à la question que vous lui aurez posée. Donc tout ça, ça se passe dans l'onglet questions. Anne-Lise vient de vous partager le format sur lequel vous pouvez poser votre question et vous n'êtes pas obligé d'attendre la deuxième partie pour aller poser votre question. Vous pouvez le faire pendant la première partie, pendant que notre invité vous livre des premières informations. Ça peut vous donner des idées de questions, donc n'hésitez pas à aller poser vos questions à ce moment-là. Autre point extrêmement important, vous êtes très nombreux, il y aura beaucoup de questions et on n'aura pas le temps de prendre 100% des questions. Donc pour ça, je vais avoir besoin de votre aide pour identifier les questions qui vous intéressent le plus. Du coup, je vais vous demander de voter pour les questions qui vous intéressent le plus, de façon à ce que dans la deuxième partie, je puisse prendre la question la plus votée vers la question qui sera le moins votée au moment où on devra s'arrêter. Mais je vous rassure, à la fin, vous pourrez continuer à échanger. On a des ambassadeurs et des ambassadrices du service d'infrastructure de la défense qui sont au quotidien sur Mage Blesses pour échanger avec vous. Et donc, ne vous inquiétez pas, si notre invité n'a pas le temps de répondre à l'ensemble de vos questions, vous pourrez continuer les échanges avec d'autres personnes au sein du service d'infrastructure de la défense. Petit sondage rapide dans l'onglet chat avant de commencer. Est-ce que vous connaissiez tous le service d'infrastructure de la défense avant le webinaire de ce soir? Est-ce que vous avez déjà des idées? Est-ce que vous êtes impatient? N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages pour me tenir au courant et me dire ce qu'il en est. Je vois que vous êtes en train de répondre. Pendant ce temps, je vais demander à mon invité de se préparer puisque je vais le faire venir sur scène à mes côtés. Alors, c'est la magie du direct. Et vous avez vu qu'on commence par un invité de prestige, puisque va me rejoindre sur scène dans un instant l'ingénieur général Pierre Dupont de Dinechin. Bonjour Pierre. Bonjour Émilie. Vous allez bien? Merci d'être avec nous ce soir. Je suis très heureux de rencontrer tous ceux qui sont à l'attente de placer l'humain au cœur de notre préoccupation, parce que c'est le projet du service. Exactement. Et donc là, du coup, on a quelques personnes qui nous disent je connais un peu, mais j'ai plein de questions ou je ne connais pas spécifiquement la structure. J'ai hâte d'en savoir plus. Donc, Pierre, les jeunes sont toutes oui et ont hâte, grâce à vous et à votre témoignage, de découvrir et d'en apprendre un petit peu plus sur le service d'infrastructure de la défense. Mais vous savez que dans nos webinaires à la découverte d'eux, on a une petite coutume. Ça s'appelle la carte d'identité de l'invité. Et donc, du coup, c'est quelques questions que je vais vous poser pour que vous nous en disiez un petit peu plus sur vous avant de rentrer dans le détail du SID, donc du service d'infrastructure de la défense, et de mieux comprendre concrètement comment ça fonctionne. Donc, je vais d'abord vous demander votre grade, Pierre. Voilà, je suis Pierre de Dinechin, ingénieur général
militaire de l'infrastructure. Alors, ingénieur général de première classe, ça veut dire général de division dans les armées. Et je suis directeur adjoint chargé des opérations, directeur adjoint donc rattaché directement au directeur, chargé de toutes les opérations, de conduire les opérations du service, un grand service qui réalise les opérations d'infrastructure au profit du ministère des Armées. Donc c'est un service qui travaille aussi bien pour l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, mais aussi pour tous les organismes, je dirais, plus administratifs ou de soutien qui participent à la défense de notre pays. Et Pierre, je peux vous demander depuis combien de temps vous êtes au SID? Voilà, alors moi je suis rentré dans le SID, je dirais, le jour de sa création. Il a été créé en 2005 par le regroupement de 3 services constructeurs, puisque antérieurement, chacune des armées avait un service qui lui était dédié. L'armée de terre avait le service du génie, l'armée de l'air le service des infrastructures de l'air, et la marine le service des travaux maritimes. En 2005, pour optimiser la ressource humaine de ces services et monter en compétences en rassemblant l'ensemble des compétences, le ministère a créé un seul service qui s'appelle dorénavant le service d'infrastructure de la défense. Et je suis dans ce service depuis son arrivée, après avoir fait une première partie de carrière dans les forces, dans l'armée de terre, au sein des troupes de marine. Parfait. J'ai une autre petite question pour vous. Si vous deviez nous dévoiler votre meilleur souvenir au sein du service d'infrastructure de la défense. Voilà, alors dans mes excellents souvenirs et mon meilleur souvenir, j'ai le souvenir de l'inauguration d'une chaufferie dédiée à alimenter un réseau d'un camp militaire, donc une seule chaufferie pour optimiser les consommations énergétiques. Biomasse, donc on est dans l'ère du temps, on anticipait la suppression des chaufferies fortement émissives en gaz à effet de serre. Et cette opération avait été confiée à une jeune collaboratrice qui avait moins de 30 ans. À l'occasion de cette inauguration, elle a pu présenter de manière assurée, ferme et précise cette très très belle opération à notre ministre des Armées. Et je trouve que c'était un vrai succès, montrer que les jeunes peuvent réussir des choses ambitieuses pour le pays et qu'on peut leur confier sans rideau, sans personne entre les jeunes et le ministre, la réussite de ces belles opérations. C'est un beau moment, en effet. Et si vous aviez une réussite peut-être un peu plus forte que les autres, votre plus belle réussite au sein du service, ce serait quoi? Alors, les réussites, ça se fait jamais tout seul, ça se fait en équipe. Les réussites, alors, c'est des équipes qui réussissent, et j'ai en souvenir l'accueil au camp de Mailly au moment de la remontée en puissance de l'armée de terre d'un régiment qui a été recréé. Donc son drapeau était rangé dans un musée, mais on l'a recréé pour monter en puissance et lui donner des spécifications et des compétences particulières. Donc en 2 ans, il a fallu recréer toutes les infrastructures, c'est-à-dire des infrastructures de préparation opérationnelle, des simulateurs, des PC, des bâtiments de commandement, des bâtiments d'hébergement, une zone technique, de quoi accueillir l'ensemble du personnel et du matériel à partir d'infrastructures vétustes et de construction neuve. Donc il y avait énormément de matériel nouveau qui arrivait, de personnel qui arrivait qu'il a fallu héberger dans la Marne. Donc ce n'est pas des régions qui sont très favorisées d'un point de vue développement urbain. Et il a fallu reconstruire, réorganiser ce camp qui datait de l'époque de la guerre froide, où les grands travaux de restructuration ont été faits au moment de la guerre froide. Voilà. Donc, grâce à cette opération, la mobilisation de toutes les compétences d'un établissement, aussi bien des compétences de maître d'œuvre, de conducteurs d'opération, de techniciens, d'ouvriers d'État qui travaillaient en régie, on a pu conduire une multitude de petites opérations, et de petites et de grosses opérations, hein, puisque les plus gros bâtiments dépassaient les 10 millions d'euros d'investissement. La totalité des investissements, c'était à peu près 160 millions d'euros. Mais en 2 ans, dans une région
un peu compliqué avec la prise en compte de tous les enjeux de dépollution pyrotechnique, d'environnement, de réglementation thermique, etc. On a pu remonter un régiment complet et le mettre à disposition. Et ce régiment sert maintenant à préparer nos forces sur les nouveaux matériels Scorpion qui sont mis en service depuis quelques années et qui continueront dans le cadre de la loi de programmation militaire qui arrive. Très clair. Est-ce qu'il y a un challenge particulier auquel vous avez dû faire face et qui vous a marqué peut-être? Alors, dans les challenges, on en trouve tous les jours. Les grands challenges récents, c'est des travaux qui sont faits au profit de l'arrivée des nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque à Toulon, par exemple. Des travaux énormes, puisque là, on dépasse le milliard d'euros. Les travaux ont commencé il y a plus de 6 ans, se termineront encore dans 6 ans. Et là, on doit rassembler des compétences de tous les domaines, des spécialistes du domaine de sûreté nucléaire, des spécialistes du domaine de l'électricité, des spécialistes du domaine du génie civil avec des ouvrages absolument colossaux, mais aussi des ouvrages industriels, parce que tout ce qui est maintenance de la flotte, des bateaux, eh ben, c'est beaucoup d'ouvrages portuaires, techniques, des grues, des flux compliqués à gérer, parce qu'un port est une zone urbaine resserrée, et tout ça dans un environnement spatial très contraint, puisque Toulon, où ça se passe, le port est en plein centre-ville. Ça, c'est des gros challenges que nous relevons en ce moment. Très clair. Et pour finir, c'est ma dernière question dans cette première partie. Est-ce qu'il y a un livre ou un film qui vous a inspiré pour devenir militaire? Alors, pour devenir militaire, le livre qui m'a le plus inspiré, c'est le livre du maréchal Lyautey, Le rôle social de l'officier. L'officier, tel que c'est décrit par le maréchal Lyautey, est quelqu'un qui se prépare au combat, se prépare à conquérir une place, mais doit surtout penser au surlendemain, au marché qu'il devra relancer pour que la vie civile, parce que c'est le but du militaire, pacifier, donc pour que la vie civile puisse reprendre son action, reprendre son cours normal, et donc arriver à préparer les deux camps adverses à pouvoir vivre ensemble et à pouvoir développer une nouvelle société. Donc, le maréchal Lyautey, et ça m'a beaucoup inspiré dans ma jeunesse et dans mon début de carrière, avait cette vision, la vision du militaire qui prépare au moment où il va attaquer, il pense déjà à la paix et à comment il va rassembler tout le monde pour que la vie reprenne le cours, parce que c'est ça qui est le plus important. Très clair. Merci beaucoup, Pierre. Avant de rentrer un petit peu plus dans les détails, moi, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du service d'infrastructure de la Défense et après nous expliquer le rôle d'un directeur des opérations de ce service? Bon, le service d'infrastructure de la Défense est un grand service du ministère des Armées, puisqu'il compte à peu près 6800 personnes. Il est réparti partout en France métropolitaine, mais aussi en France outre-mer et à l'étranger, partout où nous avons des forces. Sa mission est d'apporter aux armées tout le soutien, je dirais, infrastructure nécessaire. Donc, en métropole, c'est par exemple le soutien énergie de tout ce qui est transmission, dissuasion, de tout ce qui est base logistique, les bases de l'armée de l'air, puisque la base de l'armée de l'air est l'outil de combat d'où décollent les avions pour aller projeter de la force, les bases logistiques de la marine, puisque c'est là où on remet en condition et on réarme les bateaux, mais aussi tout ce qui est soutien opérationnel et soutien à la préparation opérationnelle de l'armée de terre, puisque les soldats sont rassemblés dans des régiments, hébergés dans des régiments, s'entraînent avec des moyens de simulation, des camps d'entraînement, etc. Et tout ça, ça crée un ensemble d'infrastructures qui est le premier parc immobilier de l'État, qui représente à peu près 3% du parc immobilier de l'État.
2% du territoire national, donc c'est quelque chose d'absolument colossal. Et tout ça s'est mis au service de l'outil de défense pour qu'on puisse se préparer à affronter des cas difficiles si jamais des situations tendues arrivaient sur notre territoire national ou là où les forces sont amenées à être projetées. Donc le service s'occupe de l'infrastructure, c'est-à-dire à la fois des grands programmes techniques, je vous parlais tout à l'heure de l'accueil des sous-marins nucléaires, mais il y a aussi tout ce qui est construction, aménagement, développement des bases aériennes, avec la partie piste qui est identique à celle de n'importe quel aéroport, mais aussi tout ce qui est partie soutien technique, puisque le soutien des avions de chasse ne se fait pas tout à fait de la même manière que les avions civils de transport. C'est des avions qui sont très sollicités, avec des gros facteurs de charge, avec une maintenance très spécifique, etc. Pour l'armée de terre, il y a également tout ce qui est soutien de l'hébergement, mais la préparation des champs de tir, des zones de manœuvre, tous les infrastructures nécessaires. Bon, au-delà de tout ça, il y a aussi tout ce qui est infrastructure courante, les services, je dirais, de gestion courante, et les services RH, la partie administration, la partie financière, tous nos services du ministère. Le service d'infrastructure de la Défense réalise pour l'instant ces infrastructures conformément aux programmations qui sont faites et qui sont mises en place. Le service a également un rôle particulier, c'est-à-dire qu'il est présent à côté des forces en opération. Le service monte les camps, par exemple, pour les opérations qu'on a pu avoir en bande sahélo-saharienne récemment, participe à la distribution de tout ce qui est nécessaire à la vie, l'eau, le captage de l'eau, le traitement de l'eau, la distribution de l'eau, le recueil de tout ce qui est effluent, le retraitement pour que, en métropole comme en opération, on respecte toutes les règles françaises de protection de l'environnement, de gestion de toute cette activité militaire qui est envoyée ou projetée à un endroit. Voilà. Et Pierre, quelque chose qu'on ne sait peut-être pas, c'est qu'au sein de ce service, on a certes des militaires comme vous, mais on a également des civils. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur… Aujourd'hui, le service n'est pas militaire, comme le ministère des Armées n'est pas que militaire. C'est vrai. Le ministère des Armées a beaucoup de civils. Les militaires ont ce rôle particulier d'être projetés en opération, mais les civils participent à la défense de notre nation, tout comme les militaires, et c'est très important. Donc, notre service comporte à peu près un peu plus de 2/3 de civils, 70% de civils et 30% de militaires. Les militaires ont cette vocation à servir en opération particulière, mais étant donné notre spécialité, à part cette vocation à être projetée, les carrières se déroulent de la même manière pour les architectes militaires comme pour les architectes civils qui travaillent en notre sein, pour les ingénieurs, les techniciens, les agents techniques, etc. Tous les niveaux sont représentés, et que ce soit civil ou militaire, avec les mêmes parcours de carrière, la même vocation de préparer, donner les éléments nécessaires aux armées pour qu'elles puissent réaliser leur mission. Et on a compris, Pierre, que les sujets sur lesquels vous travaillez, ce sont des projets d'ampleur qui sont un peu exceptionnels, qui ne se font pas du jour au lendemain, et donc du coup qui demandent un certain temps à être réalisés. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre, si on prend du tout début d'un projet jusqu'à la fin d'un projet, comment ça se passe? Qui sont les personnes ou les métiers qui sont amenés à travailler ensemble? Et est-ce qu'une personne va suivre un projet de son début jusqu'à sa fin? Comment ça va se passer, même si c'est un projet sur de nombreuses années? Eh bien, alors, je vous parle de ça comme directeur des opérations. Le directeur des opérations est chargé de coordonner l'ensemble des activités du service, tant au niveau direction centrale, mais aussi l'activité de tous les établissements, donc nos 7 établissements métropolitains, mais aussi les établissements qui sont outre-mer. Donc, nous avons comme
sur toutes les opérations d'infrastructure qui se déroulent un petit peu partout au profit des communes, des collectivités, etc. Tout part d'une expression des besoins, c'est-à-dire celui qui décide, celui qui a l'argent, ce qu'on appelle le maître d'ouvrage, exprime un besoin. Chez nous, on veut rénover une piste de base aérienne. Dans le civil, on crée un musée ou une école. On part de ce besoin et on essaye de l'implanter avec une étude de faisabilité dans un tissu urbain ou campagnard en prenant en compte l'ensemble des contraintes. Alors, dans les contraintes, il y a bien évidemment toutes les contraintes qui sont liées à l'environnement. Donc ça, c'est la première contrainte. Peut-on faire n'importe quoi, n'importe où? Certainement pas. Et le ministère est absolument attentif à toute cette préoccupation. Donc l'étude de faisabilité permet de voir si c'est faisable. Et ensuite, on part sur les différentes étapes d'un projet, une esquisse, un avant-projet et ensuite une consultation d'entreprise, puisque le service externalise l'essentiel de ses réalisations. Quand je dis l'essentiel, c'est plus de 95%, externalise l'essentiel de ses réalisations auprès d'entreprises, donc fait travailler des entreprises, le tissu industriel et entrepreneurial local, pour que nos projets, du projet le plus banal au projet le plus secret, puissent être conduits dans les délais prévus, avec le niveau de qualité qui est attendu, mais aussi en respectant les coûts, parce que c'est absolument essentiel de bien dépenser l'argent public et de le dépenser au juste nécessaire sans faire de surenchère dans tout ce qu'on peut faire. Donc, le service, et c'est ma préoccupation, essaye en permanence de conduire l'ensemble de ces opérations avec le respect de toutes les règles qui sont les règles de la maîtrise d'ouvrage en lien avec la maîtrise d'ouvrage publique en lien avec les maîtrises d'œuvre privées et avec les entreprises qui réalisent les contrats de travaux, puissent réaliser l'ensemble de ces opérations. Alors la spécificité un petit peu du service, c'est qu'au sein de l'État, il n'y a pas de service aussi important que le nôtre qui réalise des projets depuis la maîtrise d'œuvre jusqu'à le contrôle d'exécution. Beaucoup d'autres services de l'État ont beaucoup plus externalisé ce rôle de maîtrise d'œuvre, mais nous conservons cette spécificité, en particulier pour tout ce qui est lié aux opérations extérieures. Il faut que nous puissions former des maîtres d'œuvre qui iront sur les théâtres, monter un hôpital, monter une base, monter un camp, etc. Et tout ça, c'est des compétences qu'on prépare en conduisant des opérations en métropole dans le cadre de nos missions courantes, de notre plan de commande annuel. Très clair. Est-ce que vous pouvez peut-être aussi... moi, j'avais été surprise de manière positive quand on a préparé ce webinaire. Vous me disiez que quand on arrive dans le service, même étant très jeune, comme dans les armées de manière générale, mais on confie beaucoup de responsabilités très tôt. Et que la responsabilisation des personnes qui travaillent avec vous, c'est quelque chose d'important. Est-ce que vous pouvez nous en parler et aider justement les jeunes qui se projettent peut-être à intégrer le SID prochainement, avoir une idée concrètement de ce qu'on va attendre d'eux et des responsabilités qu'on va leur donner, même très jeunes, finalement? Alors là-dessus, je voudrais vous reciter l'exemple qui m'avait fait vraiment plaisir au moment où j'avais pris mes fonctions de directeur d'établissement. J'avais vu une jeune ingénieure, ça faisait pas 2 ans qu'elle était sortie d'école, et on lui avait confié la responsabilité de réaliser 2 bâtiments d'hébergement. Donc, ce n'étaient pas des travaux énormes, mais à même pas 2 ans de sortie d'école, cet ingénieur avait la responsabilité de 10 millions d'euros de travaux, 200 chambres, la réhabilitation de bâtiments des années 60 qu'il fallait remettre aux normes 2020 avec les nouvelles réglementations thermiques, la réfection de l'ensemble de l'électricité, avec la réfection des toitures, la remise en état du gros œuvre, du clos, du couvert, etc., etc. Et cet ingénieur avait la responsabilité de la totalité du projet, du réaménagement, de la distribution intérieure, de toute la refonte de tous les éléments structurants de ce bâtiment, de ces bâtiments, puisqu'ils étaient 2 identiques,
côte à côte. Ben, je pense que c'est une chance quand on se lance dans la vie active. Bon, alors, on ne laisse pas les gens tout seuls, hein, ils font toujours partie d'équipes de travail avec des techniciens, avec des chefs, etc. On ne les laisse pas tout seuls, mais très vite, étant donné la variété de postes et puis l'ensemble des emprises sur lesquelles nous travaillons en métropole, le service est réparti sur plus de presque 300 emprises en France métropolitaine. Et ben, sur ces 300 emprises, on a presque à chaque fois un ingénieur, des techniciens qui sont capables de prendre en compte des travaux de ce type à leur niveau. Bien évidemment, on ne laissera pas un ingénieur tout seul faire un projet pour des sous-marins nucléaires ou une base aérienne, mais chaque ingénieur, et c'est la force du service, c'est de faire progresser les gens, de les accompagner au cours de leur carrière et de les faire monter en compétences pour qu'ils puissent atteindre les postes de leur niveau d'expérience et de compétences, et qu'en permanence, on puisse les tirer vers le haut pour toujours préparer le turnover des générations, le remplacement des uns et des autres, et puis la permanence de l'activité entre les civils, les militaires qui partent en opération, et qu'on ait en permanence un noyau robuste qui permette de conduire ces opérations. Et justement, vous parliez du fait de travailler ensemble et de faire partie d'une équipe qui est plus large au final. En général, ça se passe comment? Est-ce que vous pouvez nous donner un autre exemple? Mais c'est bien parce que c'est très illustré. Alors, oui, je vais revenir un petit peu sur la conception d'une opération. Une opération, on a besoin d'un architecte qui conçoit, qui aménage les volumes. On a besoin d'ingénieurs. L'ingénieur, il y a celui qui fait le béton, les structures. Il y a aussi celui qui fait le génie électrique de l'opération. Il y a aussi celui qui est spécialiste en climatisation, en désamiantage, en dépollution pyrotechnique, en traitement de l'environnement. Il y a les acheteurs, il y a les experts techniques qui vont pouvoir donner des avis, etc. Mais il y a aussi tous les maintenanciers, tous les gens qui vont prévoir l'entretien de ce bâtiment, qui vont prévoir les opérations de restructuration à 10, 20 ans, etc. etc. Et quand nous faisons un projet, on associe l'ensemble de ces compétences pour pouvoir partager les besoins de chacun des domaines et puis ensuite arriver à les rassembler dans un document de consultation d'une entreprise qui nous permettra de faire un marché et d'avoir une offre par un industriel, une entreprise qui viendra réaliser ce que nous concevons au sein du service et que nous voulons réaliser. Donc, la force du service, ce n'est pas uniquement d'avoir des ingénieurs, des architectes ou des techniciens, mais c'est d'avoir une variété de compétences. Alors là, je voulais parler des compétences du bâtiment, mais il y a aussi tous ceux qui font le recrutement, je pense à eux, tous ceux qui font la gestion RH, tous ceux qui préparent la formation de notre personnel, qui anticipent sur les besoins de formation, sur combien on aura besoin de spécialistes en électricité haute tension dans 10 ans, de spécialistes en sûreté nucléaire, etc., etc. Tous ceux qui exploitent au quotidien les infrastructures. Je vous disais tout à l'heure que le service distribuait de l'eau en opération. Il a aussi la responsabilité de distribuer, de capter, distribuer, traiter et distribuer et recycler l'eau sur les grands camps et dans de nombreuses emprises métropolitaines sur lesquelles nous ne sommes pas raccordés forcément au réseau des communes parce que les camps militaires sont souvent un peu éloignés des centres-villes. On a aussi des gens qui exploitent des installations classées au titre de la protection de l'environnement, des chaufferies, etc. Il ne faut pas que nous rejetions des polluants au-delà des normes et donc nous avons une attention toute particulière et des spécialistes dans ces domaines de l'exploitation, de traitement des installations classées, etc. Des spécialistes qui nous permettent d'anticiper la conception de ces installations classées. Donc, des gens spécialistes de l'environnement, spécialistes de la biodiversité, de la faune et de la flore, parce que on ne fait pas un projet dans un camp militaire sans avoir cette sensibilité à la biodiversité, à ce qu'il faut faire. Aujourd'hui encore, on me citait une opération où on allait être obligé de revoir le calendrier des travaux parce que la nidification de chauves-souris dans le camp de Conjuers
interdit de faire des travaux dans une vieille ferme qu'on souhaite réhabiliter entre le mois de mars et le mois d'octobre. Et donc, nous adapterons tout notre planning de travaux pour ne pas gêner les espèces endémiques, rares et protégées qui se trouvent à proximité dans cette ferme. Voilà. J'ai même un exemple où nous avons reconstitué de l'habitat pour des animaux, des espèces protégées, pour pouvoir construire notre projet. Donc, ça, c'est rien que le respect de la réglementation, mais nous l'appliquons avec la plus grande attention parce que le ministère se veut exemplaire dans toutes ces constructions. Merci Pierre, parce que, vous nous avez fait découvrir, je crois, un nombre assez exceptionnel de métiers qu'on n'imaginait pas au sein du SID. Et donc, du coup, moi, je suis très contente puisqu'on a une série de webinaires qui s'appelle « À la découverte du SID » où on va donner la parole à chaque fois à différentes personnes. Donc là, on voit qu'on ne va pas manquer d'occasion de découvrir des métiers différents au sein du SID. Et puis, vous avez ouvert la porte aussi sur un sujet qu'on ne connaissait pas forcément, et donc de savoir que le ministère se veut exemplaire et que donc, du coup, quand vous prévoyez des grands projets, vous pensez à un certain nombre de sujets qui sont traités aussi et qui du coup demandent de s'entourer des spécialistes pour vous aider dans ces sujets-là. Je pense que ça permet de voir toute la palette d'opportunités que représente le service d'infrastructure de la Défense. Et je suis sûre que les jeunes qui sont avec nous ont découvert beaucoup de choses qu'ils n'imaginaient pas. Le temps passe très vite, Pierre. C'est déjà le moment d'aller voir les questions que les jeunes ont posées. Alors, si vous n'avez pas encore voté, chers auditeurs, pour les questions qui vous intéressent le plus, je vous invite à le faire. Je vais vous laisser une toute petite minute pour le faire parce que je vais ensuite poser les premières questions. Et donc, la première question, pardon, excusez-moi, c'est une question de Morgane, qui est étudiant alternant en 2e année aux arts et métiers, spécialité travaux publics. Et lui, ce qu'il aimerait savoir, c'est comment accéder au SID après une école d'ingénieur. Comment on rentre parce qu'on n'en a pas parlé, parce que vous êtes rentré au SID une fois que vous étiez déjà militaire dans l'armée de terre. Aujourd'hui, si je veux rentrer au SID comme Morgane, comment on fait ? Alors, aujourd'hui, nous recrutons, le service recrute environ 400 personnes par an, puisque, comme beaucoup de services de l'État, nous avons un renouvellement générationnel très important, et puis nous remontons en compétences, et donc nous repyramidons en prenant, pour pouvoir prendre en compte toutes les spécificités dont j'ai parlé. Nous recrutons des ingénieurs, donc, puisque la question est d'un étudiant en alternance aux arts et métiers, qui est une très bonne école. Nous recrutons soit en entrée des arts et métiers pour les officiers directs du corps des ingénieurs militaires de l'infrastructure, mais nous recrutons aussi en cours de scolarité et en fin de scolarité sur titre. C'est-à-dire qu'un ingénieur qui a un titre d'ingénieur peut venir rejoindre le corps des ingénieurs militaires de l'infrastructure, mais aussi peut postuler pour les différents corps civils du ministère des Armées ou postuler comme contractuel du ministère des Armées à titre civil. Hein, tout dépendra de ce qu'il veut faire. Un ingénieur peut avoir envie d'une certaine stabilité régionale, et dans ces cas-là, il vaut mieux qu'il postule pour un corps civil. Il aura le même travail, mais il n'aura pas la vocation à partir en opération, à la mobilité, etc., qui sera une contrainte qu'on fixera aux militaires. Bon. Nous recrutons aussi des techniciens, c'est-à-dire que des techniciens qui veulent nous rejoindre avec des métiers d'assistant d'architecte, avec des métiers de spécialistes dans différents domaines, électricité, conduite de travaux, etc., peuvent nous rejoindre. Nous recrutons aussi des apprentis. Nous avons énormément d'apprentis qui travaillent avec nous, qui font toute leur scolarité d'apprentissage, et donc avec tout le bénéfice de l'apprentissage, et qui se forment avec nos méthodes et qu'on souhaite recruter à l'issue de leur scolarité. Et donc, on a beaucoup de gens de toutes sortes. Je dirais que le panel de recrutement
possible de la fonction publique est utilisé. Donc, je pense qu'il faudra qu'à l'issue du webinaire que nous conduisons, ils se rapprochent des ambassadeurs qui leur donneront la totalité des pistes pour rejoindre, mais on a un service recrutement très développé à la direction centrale qui a ses antennes dans tous les établissements, donc ils pourront avoir dans toutes les régions en France l'ensemble des renseignements pour venir nous rejoindre. Merci beaucoup. On a une question de Mathieu, qui est étudiant aux arts et métiers, mais cette fois-ci sur le campus de Metz, en 2e année, qui me dit « Mon général, j'ai cru comprendre qu'il y avait une énorme proportion de X au SID, donc de polytechniciens. Est-ce que si l'on vient d'une autre filière, on se sent lésé, mis à l'écart? Je sais que ça peut être le cas dans certains services similaires. » Alors, on se dit tout ce soir. Alors, on se dit tout, nous n'avons pas une énorme proportion d'X au SID puisque notre école de recrutement initiale est l'école des arts et métiers avec laquelle nous avons développé un partenariat avec le centre d'Angers. Tous les ans, nous recrutons 16 ingénieurs des arts et métiers au moment du concours, à l'issue de Mathsup Mathsp. Ils vont faire une scolarité équivalente à celle des polytechniciens. D'ailleurs, ils sont mélangés aux polytechniciens durant leur année militaire. Mais par contre, à l'issue de leur année, comme ils ont passé le concours des arts et métiers, ils vont suivre la filière arts et métiers à Angers. Bon, ceci dit, en cours de scolarité, nous recrutons aussi des ingénieurs des arts et métiers qui peuvent rejoindre cette filière. Ils auront leur formation militaire un peu plus tard. Ou s'ils ne veulent pas être de carrière, ils peuvent rejoindre s'ils veulent être de carrière, mais pas faire la même formation militaire et le même engagement pendant leur scolarité, ils peuvent nous rejoindre à l'issue de leur scolarité sur titre. Et là, il y a un nouveau concours qui s'ouvre à eux. Et également, ils peuvent rejoindre comme officiers contractuels avec des contrats à durée limitée, renouvelables. Et certains sont même CDIsés, même si on ne parle pas de CDIsation pour les contrats militaires. Voilà. Donc, les polytechniciens, on n'en a pas beaucoup. Si je ne me trompe pas, ils sont moins de 10 au sein du service. Ah oui. Quand je dis 10, c'est civil et militaire, donc il n'y en a pas beaucoup. La grande majorité, c'est quand même des ingénieurs des arts et métiers, mais nous avons aussi des ingénieurs qui viennent de partout. Des gens des INSA, des gens qui ont des masters, des gens qui ont fait des scolarités en université et des architectes qui nous rejoignent à l'issue de leur formation d'architecture. Ça, c'est pour les ingénieurs. Alors, on a une question de Léa qui, elle, travaille dans le domaine du droit. Donc, elle nous dit « J'ai obtenu une licence de droit public l'année précédente à Nantes et j'aimerais poursuivre mes études en master. Je suis très intéressée par les métiers de la défense et de la sécurité internationale. Comment participer à la défense en tant que juriste ?» Alors, j'imagine qu'il y a plein de métiers de juristes au sein du ministère des Armées, mais si on se concentre sur le SID, est-ce qu'il y a des juristes au sein du SID et est-ce que c'est un rôle important ? Alors, au sein du SID, nous avons une structure responsable du droit qui est assez importante. Déjà parce que le SID et le notaire joue le rôle de notaire de l'État pour tout ce qui est infrastructure du ministère des Armées. Et donc, il prépare tous les actes pour la direction de l'immobilier de l'État, pour la direction des territoires de l'immobilier de l'environnement, pour tout ce qui est gestion courante de nos bâtiments, de nos terrains, de tout ça. Donc, il a une très bonne connaissance de tous ces terrains et il prépare les actes administratifs de cession, d'acquisition, de servitude, etc. Donc, un vrai rôle, je dirais, de gestionnaire domanial. On a également tout ce qui est l'aspect marché public qui est très important. L'année dernière, nous avons engagé pour 2,7 milliards d'euros de francs de marché de travaux ou de marché d'études ou d'achat de fournitures. Donc, c'est quand même une somme colossale puisque, si je ne me trompe pas, ça représente, nous sommes le 2e service acheteur de l'État après la Direction générale pour l'armement. Et dans ces marchés publics, en général, tout se passe bien, mais quelquefois, on a quand même des contentieux avec des entreprises qui ont des difficultés. Et donc là, il y a tout un aspect règlement juridique des contentieux,
des transactions, de tout ce qui est gestion de marché public ou environnement de la gestion des marchés publics, qui demande une vraie expertise parce qu'il faut que les affaires de l'État soient bien gérées. Et donc, on fait appel à des spécialistes dans ce domaine-là. Donc, les gens qui ont une spécialité administrative sont les bienvenus chez nous. Et une fois qu'on est dans cette spécialité administrative au sein du ministère, il est possible, comme tous les corps administratifs, de travailler dans d'autres services de l'État. Donc, la carrière n'est pas fermée au sein du service d'infrastructure de la Défense, mais il y a beaucoup d'autres services du ministère qui auront besoin d'experts du domaine administratif ou juridique, et quelqu'un qui rentre au sein du ministère pourra aller partout au sein du ministère, je dirais, faire de l'administration, de la gestion, voilà. On a aussi tout l'aspect gestion RH, et les administratifs qui connaissent le droit peuvent participer à la gestion RH, qui est quelque chose d'extrêmement important dans un service comme le nôtre, avec les taux de renouvellement dont j'ai parlé. Merci beaucoup. Et on voit en effet qu'il y a beaucoup d'opportunités, même dans le domaine du droit, qui n'est pas le premier domaine du SID. On a une question de Jonathan, qui est en Master 2 Management à l'EM Normandie, et qui nous dit, alors c'est plus une affirmation qu'une question, il nous dit « Je suppose que la mobilité est très importante pour pouvoir travailler au SID ». J'imagine qu'il parle de mobilité géographique et du fait qu'en fonction des projets, on doive se déplacer sur le territoire et peut-être même… La mobilité est importante, alors très importante. Je n'irai pas jusque-là parce que je pense que les jeunes générations n'envisagent pas, et quand on lit un peu la presse ou on entend les médias, les jeunes générations n'envisagent pas de faire une carrière complètement uniforme au même endroit, ou en tout cas ils sont pas plus la majorité. La mobilité est importante, mais je dirais, et c'est ce que j'ai envie de dire un petit peu à tous ceux qui nous écoutent, elle est surtout importante pour se cultiver, acquérir des compétences, comprendre que le monde n'est pas fermé et qu'il faut rencontrer d'autres personnes, et constituer une équipe, des réseaux, et aller s'enrichir au contact des autres. Donc, c'est ça qui est important dans la mobilité. L'intérêt du travail, on le crée là où on est, où on veut l'avoir, on le crée avec les projets, on le développe, mais on le développe avec les autres. Et donc, la mobilité, je dirais que c'est la conséquence de notre perception du travail à un moment donné. Alors, elle est plus importante pour les militaires parce que les militaires sont envoyés en opération extérieure, mais nous nous efforçons au sein du service de permettre à chacun de rester le temps nécessaire sur une opération ou un enchaînement d'opérations pour qu'il puisse développer ses compétences. Et on essaye de ne pas bousculer les gens par principe et par autoritarisme, parce qu'il faut que les gens aient une certaine stabilité. Et donc, c'est une discussion que nous avons avec chacun des agents du service, militaires comme civils, pour réfléchir à quel moment c'est plus ou moins opportun de bouger. Je connais des camarades qui ont une stabilité dans une région géographique qui me paraît éternelle, mais je les ai vus gagner en compétences, acquérir des responsabilités, etc. Et c'est ça qui est important. L'important, c'est que les gens puissent se développer à la fois dans leur métier, à la fois dans leurs relations, à la fois dans leurs connaissances. Et donc, il faut chercher, et la vie familiale est quelque chose qui me paraît particulièrement important. On est bien à son travail que si dans sa vie familiale, le travail ne vient pas apporter trop de contraintes. Si le travail vient apporter trop de contraintes dans la vie familiale, moi je dirais qu'à la fin, on est quand même à la retraite, et voilà, et c'est plus le travail qui viendra nous garder au dernier moment. Donc c'est important de s'occuper de sa famille, d'avoir une vraie vie construite, d'avoir une vie sociale, parce que le travail, une fois qu'on a changé, ne nous attend plus et ne nous fait plus participer à une vie sociale. Donc cet équilibre, moi j'encourage tout le monde à le développer,
et que ça soit pas que les gens ne se lancent pas uniquement tête baissée dans un travail sur lequel qui un jour peut leur paraître plus difficile ou plus compliqué, parce qu'il y a des moments ça avance pas comme on veut, parce qu'il y a des moments on voudrait on comprend pas les décisions politiques qui font ralentir notre projet, les difficultés techniques, le manque de compétences. Voilà, il faut savoir développer les deux, et puis gérer sa carrière comme on le fait dans le service, avec des entretiens qu'on peut avoir avec la partie RH, des entretiens de carrière qu'on organise, qu'on généralise, et puis une discussion avec la partie RH, la partie ressources, les formations complémentaires qu'on peut avoir en cours de carrière pour acquérir de nouvelles compétences et changer de métier, parce que c'est ça qui est vraiment enrichissant. Moi, je peux témoigner que depuis que je suis dans le service, j'ai eu tous les 10 ans à peu près une formation importante qui m'a permis d'acquérir des nouvelles compétences et puis de comprendre mieux dans quel environnement j'étais. Et je trouve que c'est extrêmement favorable pour pouvoir développer une carrière variée et aborder un petit peu tous les aspects du métier sans rester complètement enfermé dans une filière. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de se développer personnellement, dans son caractère, dans sa personnalité, dans sa vie familiale et dans sa vie sociale. C'est comme ça qu'on est bien au travail. C'est quand on arrive à avoir un équilibre entre ces différentes parties. Merci. Alors, sur les prochaines questions, Clémence, Corentin, Anne et Inès, je n'ai pas d'informations sur qui vous êtes, donc n'hésitez pas à les rajouter sur le chat pour que je puisse donner un petit peu plus de contexte. On a une question de Clémence, du coup, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, qui demande quelles sont les principales menaces auxquelles le service d'infrastructure de la Défense est confronté dans ses opérations. Est-ce qu'il y a des menaces particulières ? Alors, pour moi, la principale menace auquel le service est confronté, c'est le manque de compétences, et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui. Moi, je souhaite recruter des jeunes compétents qui viendront s'associer à nous pour développer les projets. Une fois qu'on a cette ressource, qu'on a la ressource humaine qui nous permet de conduire nos affaires, les projets, ils se déroulent tout seuls. Ce qu'il faut, le métier d'ingénieur est un métier qui n'est pas parfait, qui n'a pas de certitude. Il faut savoir rester humble, savoir écouter son équipe, savoir écouter tous nos collaborateurs, et chacun peut avoir une bonne idée. Le projet, il fonctionnera quand l'ensemble des idées sera mis sur la table, sera porté, sera développé, et qu'on aura aplani toutes les difficultés ou toutes les contraintes qui s'imposent à l'un ou à l'autre. C'est comme ça qu'un projet se développe de manière harmonieuse. Voilà. Donc, il faut, dans une équipe, développer les compétences de tous les niveaux, des plus bas niveaux, des plus hauts niveaux, et arriver à avoir ce vrai dialogue. Donc, moi, aujourd'hui, je ne vois pas de vraies difficultés ou de vraies contraintes, si ce n'est cette capacité à recruter du service, parce que nous sommes dans un monde concurrentiel, parce que le chômage baisse, etc. Et donc, ce qui est important, c'est que notre service, mais je crois qu'il a cette force, il a cette capacité de proposer des parcours de carrière aux gens et pas de les enfermer dans une vie stéréotypée, prévue à l'avance, etc. Mais au contraire, de permettre un épanouissement personnel qui, pour moi, est la source de développement et de compétences de nos agents. Donc, je crois qu'on n'a pas de grosses difficultés. En tout cas, vous donnez envie de rejoindre le SID et de venir travailler à vos côtés et aux côtés de vos équipes sur ce sujet-là. Moi, j'attends du monde. Une autre question qui n'arrête pas de monter, parce qu'il y a beaucoup de votes qui viennent sur cette question. Quelles sont les ambitions du SID au sujet de l'impact environnemental de ces infrastructures ? Alors, le SID est profondément engagé dans cette affaire de développement durable et d'impact environnemental, puisque déjà la réglementation nous l'impose, mais aussi je dirais que les militaires sont conscients
que quand ils sont projetés en Afrique, on n'a pas forcément tout le confort qu'on peut avoir dans une vie établie en métropole. Voilà. C'est sûr. Et donc, l'enjeu, quand on réfléchit sur un projet d'infrastructure, c'est de consommer le moins possible, de garder, de construire ce qui est strictement nécessaire, de préserver le futur, parce que, comme je vous disais tout à l'heure dans le livre qui m'a encouragé dans ma carrière, il faut préparer la suite. Les militaires qui sont projetés en opération n'ont pas vocation à conduire des opérations éternellement sur un théâtre. Il faut déjà penser à démanteler les camps. Quand nous avons quitté l'Afrique subsaharienne l'année dernière, il a fallu démonter l'ensemble des camps que nous avions installés, rapatrier les bungalows qui servaient d'hébergement, de cuisine, etc., pour laisser un pays propre et laisser au Mali son territoire comme nous l'avions découvert lorsque nous sommes arrivés. Donc, le service, lui, en permanence, a ce souci, cette culture. Hier, je travaillais parce que nous sommes aussi acheteurs de l'énergie, électricité et gaz du ministère, en particulier pour tout ce qui est besoin de résilience. Par exemple, on a fortement réfléchi l'hiver dernier sur la résilience gaz avec les risques qui pesaient pour notre pays sur l'alimentation en gaz. Donc le service travaille efficacement sur cet aspect énergétique. On cherche à connaître le mieux possible la consommation de nos bâtiments, à pouvoir le gérer de la manière la plus fine possible pour ne consommer que ce qui est nécessaire. Et puis, parce que tout ce qui est dépenses d'énergie, de chauffage ou de choses comme ça, c'est quelque chose qui est une dépense, je dirais, inutile si on avait pu l'éviter. Donc, il faut chercher à éviter ces dépenses qui ne servent à rien dès lors qu'on peut les remplacer par autre chose, par une anticipation, un traitement environnemental, une conception saine qui permet de réduire les charges, les coûts que nous aurons ensuite dans nos infrastructures. Ce qui est important, c'est qu'au moment de la conception, nous ayons anticipé toutes ces charges qui viennent après. Et le service, on demande au service, et le service s'emploie à y répondre, prévoit, donne un coût de possession des infrastructures pour qu'avant de s'engager dans un investissement, on puisse envisager tout ce qui est coût ultérieur, coût de maintenance, coût d'exploitation, coût de possession, etc. Il faut donc travailler non pas comme quelqu'un qui achèterait une grosse voiture et qui ne pourrait pas la faire rouler parce qu'il n'a pas d'essence. Eh ben, il faut être économe des deniers de l'État, économe de la ressource naturelle que nous avons, des terrains que nous avons. Et là-dessus, nous travaillons par exemple clairement sur la zéro-imperméabilisation des sols, sur la préservation des espaces végétaux et animaux. Tous ces domaines-là sont des domaines sur lesquels le service est extrêmement attentif. Pour vous donner un exemple, depuis 3 ans, nous avons développé toute une filière environnementale qui comprend environ 130 agents chargés à la fois de l'exploitation de nos infrastructures sensibles et techniques qui ont un impact sur l'environnement, mais aussi de tout ce qui est gestion de l'eau, tout ce qui est anticipation dans nos opérations de la partie environnementale, biodiversité, etc. Donc, nous avons un vrai réseau de spécialistes parce que il n'y a pas beaucoup de bureaux d'études de 130 personnes spécialistes dans l'environnement. Donc, on a un vrai réseau qui est une grosse force dans le service pour conduire nos opérations. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Très clair. En tout cas, on essaye d'être attentif et d'avoir cette anticipation sur les capacités de nos sites, voilà, et puis la préservation pour toujours se garder des possibilités de développement harmonieux, etc., d'urbanisation. J'aime bien utiliser ces termes parce que l'urbanisation, ce n'est pas forcément que construire, c'est construire de manière harmonieuse une ville, c'est-à-dire un lieu où nous vivons en commun.
Comme on arrive sur la fin du webinaire, je m'excuse Corentin, je ne vais pas prendre ta question directement, je vais la prendre un peu plus tard parce que vous avez des questions qui sont un peu proches et puis on a déjà parlé un peu des compétences et des qualifications recherchées pour intégrer le SID. Je vais venir sur les 2 questions qui suivent. Celle d'Inès qui demande si vous pouvez nous donner des exemples d'ouvrages connus qui ont été réalisés par le SID. Est-ce qu'il y a des ouvrages comme ça, des grands bâtiments, des éléments qui sont un peu connus et qui ont été faits par le SID? Moi, je vais vous prendre un exemple et je pense que beaucoup de nos concitoyens s'en souviennent. Ce n'est pas un gros exemple, mais au moment du début de la crise du Covid, il y a eu une épidémie qui s'est déclenchée à Mulhouse. Et c'est au service d'infrastructure qu'on a demandé d'aller installer l'élément militaire de réanimation à Mulhouse, c'est-à-dire au plein cœur de la crise, où il a fallu installer un ensemble de réanimation, donc 16 lits de réanimation, c'est-à-dire plus qu'un gros hôpital, donc qui a été installé en 3 jours après une décision au Conseil des ministres pour aller aider les services sanitaires locaux, alors qu'on connaissait peu la menace, etc., etc. Voilà une force du service. Alors, dans les autres grands exemples, je ne sais pas si tout le monde connaît les infrastructures. Il y a les ports, le port de Brest, l'île Longue, où nous avons nos sous-marins nucléaires. Il y a toutes les bases de l'armée de l'air. Je pense que beaucoup des jeunes ont déjà participé à des meetings, ne serait-ce qu'aller au Bourget en région parisienne. Tout ça, c'est des infrastructures qui ont été construites par les services constructeurs du ministère. Moi, j'ai participé, quand j'étais plus jeune dans le service, à tous les travaux d'études du nouveau ministère, le site de Ballard. La nouvelle direction générale de la gendarmerie nationale sur le fort d'Issy-les-Moulineaux, c'est le service qui a fait le programme, qui a fait tout le concours d'architectes, d'entreprises pour permettre l'élaboration de ce nouveau site et ce grand projet. Voilà. Donc, le service participe de manière, je dirais, discrète à tout le soutien du ministère, que ce soit des opérations très, je dirais, très visibles. Quand on parle du plateau d'Albion et de la dissuasion, c'est le service dans le passé qui l'a créé. Je pense qu'il n'y a pas un Français qui ignore qu'on vit sous la protection de cette dissuasion. Merci infiniment, Pierre. On arrive à la fin du webinaire, donc je suis vraiment désolée pour toutes les questions que je n'ai pas pu prendre, mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez des ambassadeurs et des ambassadrices, j'y tiens beaucoup, du service d'infrastructure de la Défense qui seront ravis de poursuivre les échanges en one-to-one avec vous, donc n'hésitez pas à aller les contacter, on vous amène directement vers eux juste après. Je vais vous laisser le mot de la fin, mais avant ça, si je devais retenir 3 points, et je vais essayer de faire rapide, sur le SID, est-ce que vous nous avez fait découvrir ce soir, Pierre? Moi, j'ai été impressionnée par la diversité des métiers. Quand vous nous avez cité tout à l'heure un ensemble de métiers très, très, très large, j'avoue que je n'imaginais pas et qu'il y avait autant de métiers, autant d'opportunités au sein du SID. Et puis, c'est le moment où je vais glisser quand même qu'il y a 450 postes qui sont ouverts chaque année au sein du SID, alors plutôt sur des sujets civils dans un premier temps, à la fois des ingénieurs mais aussi des techniciens et puis sur plein de métiers comme vous avez dit, et puis 50 IMI, donc les IMI c'est les ingénieurs militaires d'infrastructure qui ont donc qui sont des militaires qui sont recrutés chaque année par le SID et donc du coup autant d'opportunités pour vous qui participez à ce webinaire si vous avez envie d'aller creuser un petit peu plus, d'aller parler avec les ambassadeurs et puis après d'aller postuler à ces belles opportunités. Donc ça, c'est la première chose que j'ai retenue. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est que très jeune, on va avoir des responsabilités et qu'au fur et à mesure, on va travailler sur des projets de plus grosse envergure en étant formé, comme vous l'avez dit, accompagné et qu'on travaille en équipe avec différents métiers qui se complètent bien pour mener à bien un projet de A à Z en intervenant à un moment d'un projet, puisque parfois ce sont des projets sur du très, 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 très long terme, et donc du coup, on ne peut pas voir le début et la fin. Et le troisième point important que vous avez donné, vous avez vraiment expliqué à la fois le côté civil et militaire, avec une différence majeure, c'est que les militaires peuvent aller en opération extérieure, mais sinon, qu'on soit civil ou militaire, finalement,
on peut avoir les mêmes opportunités d'évolution de carrière, etc. Et on a compris qu'il n'y a pas que des X au sein du SID, que les ingénieurs de tous bords sont les bienvenus, quelles que soient les formations, avec une école première qui sont les arts et métiers, qui est l'école de référence directement, mais qu'on peut rentrer aussi, même si on a fait d'autres écoles d'ingénieurs. Et puis, il n'y a pas que des ingénieurs, vous nous en avez parlé tout à l'heure. Il y a des opportunités pour des juristes, il y a des opportunités pour des personnes qui travaillent sur des métiers totalement différents, puisque vous avez expliqué que pour que le service fonctionne, il y a certes les ingénieurs, les techniciens, mais il y a aussi toutes les fonctions support qui sont essentielles. Et vous parliez notamment du recrutement, parce que les hommes et les femmes qui composent le service sont essentiels. Et puis moi, je retiens aussi, Pierre, une grande ouverture d'esprit sur les attentes des jeunes, et puis tout le discours que vous nous avez tenu sur le besoin d'être bien dans sa tête, d'avoir une vie familiale à côté aussi pour être épanoui, et que finalement, le SID, c'est une partie, mais c'est pas 100% de la vie de quelqu'un, et que donc du coup, tout ce qui se trouve autour aussi est important. Et j'avoue que je ne m'attendais pas forcément à ce discours, donc merci pour cette ouverture et merci pour ces éléments-là. J'ai beaucoup parlé, je vous laisse le mot de la fin, et peut-être un conseil pour les jeunes qui se posent la question du SID. Pour le mot de la fin, je peux vous dire que j'invite tous ces jeunes à venir nous rejoindre et à nous poser des questions sur ce qu'ils pourraient faire à notre profit. Le service a cette force, c'est-à-dire qu'il aide les gens à se construire, il aide les gens à travailler ensemble, à vivre en société. Et il a cette force, c'est qu'il réalise des choses. Un service qui réalise des choses, et ben ça permet de montrer une œuvre qu'on construit en commun et qu'on met à disposition d'autres. Et ça, c'est extrêmement satisfaisant dans la vie, de se dire que son travail n'est pas un travail qu'on fait pour soi, mais qu'on fait en équipe pour quelqu'un d'autre, et qu'on voit un bénéficiaire satisfait avec des jeunes qui se sont développés, qui ont acquis des compétences. Et bien là, on peut se dire qu'on a vraiment réussi quelque chose. Donc, c'est cette corrélation de réussite qui fait la force du service. Donc, j'invite tous ceux qui nous entendent à venir nous rejoindre. Merci infiniment, Pierre, pour le temps que vous nous avez accordé, pour tous ces éléments, pour toutes ces anecdotes, pour énormément d'images que vous nous avez données et qui, je pense, ont aidé notre jeune audience à se projeter et à imaginer toutes les opportunités au sein du SID. Vous étiez le premier invité de ce nouveau format de webinaire qui s'appelle « À la découverte du service d'infrastructure de la défense ». On donnera la parole à d'autres professionnels du SID qui viendront nous parler de leur métier et de leur vie au sein du service. Je pense qu'on a commencé du mieux possible. Donc, merci infiniment pour le temps que vous nous avez accordé et pour tous ces éléments-là. Et puis, je vous invite à aller poursuivre les échanges avec les ambassadeurs du SID et puis à voir tous les messages qui sont envoyés par les jeunes pour vous remercier. Général, je vous remercie en leur nom aussi. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et bons échanges avec les ambassadeurs et les ambassadrices du SID à nos jeunes. Merci beaucoup. Merci, Émilie. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.